La mogade pédiatrique est une maladie fréquente chez l'enfant. Donc, la maladie va se traduire surtout par des tableaux d'atteinte du cerveau qu'on appelle des encéphalites. Après les encéphalites infectieuses, c'est l'encéphalite la plus fréquente chez l'enfant. Quand on parle d'encéphalite, ça se traduit par de ce que nous on appelle en fait des troubles de la conscience. L'enfant n'est pas pareil, son comportement change. L'enfant peut présenter aussi des troubles du comportement et la forme la plus grave, c'est le coma de l'enfant. Donc, ce tableau d'encéphalite va s'appeler les encéphalomyélites aiguës disséminées. Tout c'est un terme un peu complexe pour parler en fait de ces encéphalites-là. Et on a l'acronyme anglais le plus connu, ça s'appelle ADEM. Et c'est le tableau de mogade pédiatrique la plus fréquente derrière ce qu'on appelle en fait les névrites optiques. Les névrites optiques, c'est l'atteinte du nerf optique, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. Après, on a d'autres types de tableaux qui sont l'atteinte de la moelle épinière, qui s'appelle donc une myélite aiguë transverse, qui va se traduire par des troubles de la marche essentiellement. Vous allez avoir aussi d'autres atteintes qui peuvent à la fois toucher les yeux, donc une névrite optique, et aussi toucher la moelle épinière, une myélite aiguë transverse, qu'on appelle en fait les neuromyélites optiques. Les symptômes les plus fréquents sont les tableaux d'ADEM, donc les encéphalomyélites aiguës disséminées, et les névrites optiques, qui sont donc les atteintes des nerfs optiques. Donc, il y a d'autres types de tableaux aussi qui sont de plus en plus décrits actuellement, de type crise convulsive, suivi d'un tableau d'encéphalite, ou bien avec une atteinte en fait à l'IRM, des atteintes spécifiquement du cortex cérébral. Donc ça, c'est des atteintes qui sont de plus en plus décrites maintenant. Elles restent quand même rares. Donc malgré tout cela, ça reste quand même une maladie rare. Lorsque l'enfant va présenter en fait des symptômes cliniques qui durent plus de 24 heures et qui sont très inquiétants, comme les tableaux d'encéphalite dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou bien même les névrites optiques, voire même l'atteinte de la moelle, on va traiter tout de suite les symptômes par des corticoïdes en intraveineux. Ça peut aller de 3 jours à 5 jours en fonction de l'état de l'enfant, l'état de clinique de l'enfant, on appelle ça. Si l'enfant répond aux corticoïdes, à ce moment-là, généralement, en fonction des pays, c'est très variable. On met aussi des corticoïdes par la bouche, en fait. Donc, ça peut aller généralement, en France, on ne dépassera pas 3 mois, chez l'enfant en particulier. Mais on laisse des corticoïdes par la bouche suffisamment longtemps pour qu'il n'y ait pas des récidives précoces. On appelle des survenues de poussées précoces. Pour éviter cela, on laisse un peu plus des corticoïdes plus longtemps, mais par la bouche cette fois-ci, mais ça ne durera pas plus de 3 mois. Ensuite, ça c'est vraiment pour ce qu'on appelle en fait de traiter en fait les symptômes, les poussées en particulier. En Europe, on a décidé de ne pas traiter les enfants dès la première poussée, parce que les enfants peuvent ensuite ne plus faire de poussées pendant très longtemps, ou bien faire des poussées assez précocement, c'est-à-dire au-delà de 3 mois. En France, on mettra en place un traitement au long cours si et seulement si l'enfant fait une deuxième poussée. Donc si l'enfant fait qu'une seule poussée, il n'y aura pas de traitement mis en place, mais par contre, lorsque l'enfant récidive, à ce moment-là, un traitement au long cours à base d'azatioprine, qui s'appelle l'Imural en non commercial, ou bien du rituximab, le Mabtera en non commercial, sera donc mis en place. Généralement, les mogades pédiatriques sont de très bons pronostics, en particulier sur le plan visuel et sur le plan moteur. Ce qu'on a remarqué, c'est que chez les enfants qui font donc des tableaux d'ADEM, en particulier s'ils sont très jeunes, s'ils ont donc des taches dans des endroits bien particuliers dans le cerveau, chez ces enfants-là, on peut avoir des difficultés, ce qu'on appelle en fait cognitives, c'est-à-dire des difficultés à l'école. Donc ça, c'est quelque chose que l'on suit, ça touche à peu près dans nos études qu'on appelle rétrospectives qu'on a faites, ça tourne aux alentours de 20 à 30% des enfants qui sont atteints d'ADEM. Les névrites optiques, donc c'est-à-dire les atteintes des nerfs optiques, sont de très bons pronostics quand on les compare avec d'autres maladies comme
avec les neuroméditoptiques, les spectres des neuroméditoptiques à anti-aquaporine 4, parce que la récupération visuelle est quasi complète, donc plus de 90% des enfants. Et ensuite, maintenant, on est en train de regarder aussi des troubles de la motricité. C'est très rare, hein. On peut avoir à peu près, dans la cohorte française, on avait à peu près 10% d'enfants qui avaient besoin de l'aide pour marcher, mais sinon, la grosse majorité sont très autonomes sur le plan de la motricité, c'est-à-dire sur le plan moteur. Et donc, n'empêche que, pour l'instant, la recherche est en train de se mettre en place, en particulier de suivi de ces enfants au long cours, parce que le suivi qu'on a actuellement en France, c'est aux alentours de 4 à 5 ans. Donc, est-ce que ces mêmes enfants, comment est l'atteinte des nerfs optiques quand on les voit donc 20 ans plus tard, ou bien comment les enfants se débrouillent 20 ans plus tard, ça, on n'a pas ces informations-là à l'heure actuelle. Dans les maladies rares, les associations patients sont extrêmement importantes parce que, d'une part, les parents veulent se retrouver, enfin là je parle beaucoup des parents parce que je suis pédiatre d'une part, et puis d'autre part parce que les enfants tout seuls n'iront pas essayer de se retrouver dans un groupe. Le fait que c'est les parents en fait qui sont responsables, donc ils ont envie de trouver des réponses de la vie de tous les jours. Nous, en tant que sur le plan médical, bien sûr, on va les accompagner sur le plan médical, sur le plan thérapeutique, sur le plan de la prise en charge globale, mais il y a le côté de la vie de tous les jours. Et là, les parents ont besoin de se retrouver avec d'autres parents qui ont vécu la même chose avec leurs enfants. Dans ce contexte-là, les associations jouent un rôle très important. Et puis après, il y a aussi le côté de, comme je vous ai dit tout à l'heure, la vraie vie. La vraie vie, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsque l'enfant fait une poussée, comment ça se passe en fait dans la famille, comment on gère aussi la famille, et ainsi de suite. Et pour tous ces aspects-là, ces associations, et en particulier celui d'Animaux France, vont avoir un rôle extrêmement important en mettant en place, déjà en disant que les parents qui ont vécu cette maladie rare ne sont pas seuls. Donc ça dédramatise déjà énormément parce que quand on a donc une maladie rare, on a l'impression d'être tout seul dans la vie, hein. Donc du coup, le fait d'avoir donc ces associations, ça permet en fait de dédramatiser cette première partie. L'autre aspect aussi que l'on trouve très important, c'est aussi il y a des aspects que nous, médicalement, l'on voit, qui nous permet de suivre, et d'autres aspects que les associations de parents, les enfants peuvent voir. Alors, d'autre part, quand on crée ce genre d'association, il y a aussi les enfants qui vont venir à un moment donné, et le fait de voir, parce que les enfants sont très, bien sûr, comme tous les parents et les enfants sont très attachés à leurs parents, ils sont toujours inquiets du bien-être de leurs parents. Quand les parents découvrent qu'il y a une maladie rare, les parents sont très inquiets. Les enfants, déjà, eux, ils sont inquiets parce qu'ils ont une maladie. Et puis d'autre part, ils sont aussi inquiets pour leurs parents parce qu'ils voient que les parents ne sont pas bien et en plus, c'est à cause d'eux. Donc, du coup, ils font tout pour essayer de les protéger. Et donc, d'une part. Donc, déjà, de voir que les parents ont vu d'autres parents, ça les rassure un peu. Et d'autre part, ils peuvent aussi rencontrer d'autres enfants qui ont la même maladie au cours des réunions, etc., qui pourraient être organisées par les associations de parents. Et ça aussi, ça permet aussi aux enfants de ne pas se sentir seuls. Donc, du coup, ça enlève aussi un poids que ces enfants peuvent vivre dans ce genre de situation. Donc voilà, donc c'est aussi quelque chose que les associations aident à surmonter grâce à leur existence. Et puis aussi, il y a la voix des parents et des enfants qui ont la maladie, qui pourraient nous aider aussi à établir des recherches qui vont être plus focalisées sur le bien-être de ces familles et de ces enfants.